Eh bien, nous rencontrons aujourd'hui pour célébrer, le mot est mal choisi, un très triste anniversaire. Voici 10 ans, en 99, que les démocraties occidentales, menées par l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis et suivies par la France, ont bombardé ce qui restait de Yougoslavie en mettant en avant le mépris complet des lois internationales sur les accords d'Helsinki, sur l'inviolabilité des frontières d'abord, et ensuite sur le fait de ne pas avoir fait intervenir les Nations Unies et le Conseil de sécurité, et enfin d'être entré en guerre sans que les parlements ne soient consultés. Bref, une série de viols de la loi internationale qui est une tache extrêmement noire sur la moralité des puissances occidentales qui sont conduites comme se conduisent les autocraties qui même dans ce cas-là les dépassent en ampleur. Alors il faut signaler que le démantèlement de la Yougoslavie était une opération planifiée en Allemagne depuis longtemps. Il ne s'agit pas seulement d'attendre la mort du président Tito en 1980, mais de préparer sa succession en profitant de son départ pour disloquer ce territoire dont les Allemands estimaient qu'il n'était pas une nation parce que composé d'ethnies différentes, de religions différentes, et en plus l'Allemagne, évidemment, avait intérêt, que nous verrons tout à l'heure, à cette dislocation. Il se trouve que j'ai été indirectement mêlé à cela, parce que dans les années 76-77, j'allais régulièrement à l'invitation de Franz Joseph Strauss, qui était à ce moment-là ministre de la Défense, puis ensuite des Finances de l'Allemagne, dans une petite ferme qu'il avait aux environs de Munich, où nous réunissions une dizaine d'amis pour discuter pendant 2 ou 3 jours des affaires du monde. Il avait là un représentant britannique, qui était Brian Crozier, un représentant de l'Espagne, qui était un ancien ministre, qui était Sanchez Beya, un représentant du Vatican, qui était Paul Violet, un avocat. Moi, j'étais le Français dans le groupe. On parlait de tout et de rien pendant 2 jours. Et j'ai gardé le souvenir des discussions entre nous, selon lesquelles mes voisins allemands estimaient que la Yougoslavie n'était pas viable. Et qu'il fallait se préparer, au moment de la mort de Tito, à lui substituer une autre organisation territoriale. Donc, les Allemands, qui sont de très bons géopolitologues, étaient très sensibles à cette affaire, et pour les raisons suivantes. D'abord, du côté allemand, le désir, évidemment, de se venger des Serbes qui, à 2 reprises, à 14-18 et en 39-45, s'étaient joints aux Alliés contre eux. Et même les Serbes, à partir d'avril 41, prenant le maquis avec Mihailović, puis ensuite avec Tito, avaient retenu plusieurs divisions allemandes qui eussent été bien utiles sur le front de Moscou d'abord, et puis sur le front de Stalingrad ensuite. C'est bien que, non sans raison, Berlin pouvait estimer, Bonn à l'époque, c'est pas encore Berlin, Bonn pouvait estimer que c'est la résistance serbe qui, dans une certaine mesure, lui a fait perdre la Deuxième Guerre mondiale. Donc il fallait punir ce peuple. Deuxième idée, évidemment compréhensible de sa part, récompenser les Croates et les musulmans bosniaques qui, eux, s'étaient joints à l'Allemagne, à la Wehrmacht,
et qui avait même occupé certaines positions en France, pendant la guerre, pour les remercier de s'être associés à l'action de l'Allemagne. Donc favoriser les Croates et les musulmans bosniaques. Troisième idée, du côté allemand, aussi, il était intéressant de faire entrer la Croatie et puis la Slovénie dans l'orbite économique de la communauté européenne occidentale, dirigée par l'Allemagne, et d'avoir ainsi une influence économique sur la côte dalmate, et par là, si vous voulez, se rapprocher de la Méditerranée. Vieux rêve allemand, avec le tropisme traditionnel du Saint-Empire, regardant vers les deux Siciles et vers la Méditerranée centrale. À ces raisons, il faut ajouter aussi le fait que l'Allemagne pensait bien que les États-Unis finiraient par intervenir, et comme ils occupaient au sein de l'OTAN des postes de commandement importants, c'était une bonne affaire, militairement parlant, qui se préparait. Donc voilà les motifs, à mon avis, qui ont poussé l'Allemagne à jouer ce rôle. Alors il fallait entraîner également la France, puis les États-Unis dans sa aventure. En France, M. Kohl exerçait une influence certaine sur M. Mitterrand, qui était malade, affaibli, qui n'avait d'autre politique que de récolter des voix avec la Constitution actuelle, et d'intéressé que par le racolage de l'opinion publique. Et c'est pour ça d'ailleurs que, suivi par Juppé, son ministre des Affaires étrangères, dès février 1994, il s'était joint à la coalition que les Allemands voulaient monter en militant en faveur d'une fédération croato-musulmane qui avait pour objet, si vous voulez, de chasser les Serbes de leurs terres qu'ils occupaient depuis des siècles, et sur les quelques 64%, je crois, du territoire bosniaque qu'ils occupaient, en prendre 40% pour le donner aux musulmans, en créant cette fédération. Ensuite, participant à la campagne de mensonges, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Et ça a été la démarche française qui a suivi la démarche allemande. Ensuite, ils sont intervenus les États-Unis. Ils étaient réticents à l'origine, car ils redoutaient le relief, ils redoutaient la vaillance ils avaient été les témoins pendant la guerre de 39-45 de la résistance du peuple serbe à l'occupation allemande, et ils redoutaient d'être engagés dans une aventure délicate, difficile, d'autant plus qu'ils étaient hantés par le pétrole de l'Arabie saoudite et de l'Irak, plus que par le cheminement du pétrole qui passerait un jour le long du Danube à Belgrade, ou bien qui arriverait par le canal numéro 8 de la mer Caspienne jusqu'à la côte de l'Albanie, à Durrës. Il devait y avoir un pipeline. Mais tout ça c'est lointain, par conséquent ils ne s'engageaient pas. Finalement, devant les pressions allemandes, ils ont pensé qu'il y avait aussi un intérêt à le faire, qui était le suivant. Le premier, c'était de démontrer aux Européens qu'ils sont incapables de se gérer eux-mêmes, et que dès que les Américains s'en vont, c'est le chaos, le désordre, la guerre, ce qui les force à y retourner sur place. Cette démonstration prouvait la nécessité de l'OTAN. Deuxièmement, ils pensaient humilier un peu davantage la Russie, qui à l'époque, entre les mains de Helsinki et des têtes d'œuvre de Harvard, qui voulaient généraliser l'économie de marché en Russie, alors qu'on ne savait pas trop ce que c'était, on est habitué à l'économie planifiée, et profiter de cela pour s'imposer là, dans un domaine où le monde slave aurait dû manifester son unité.
Enfin, il y avait encore une autre idée qui consistait à se dire que l'Allemagne devenait majeure et qu'au fond, il serait peut-être intéressant d'avoir dans les Balkans une zone à occuper militairement et de préférence en Albanie, d'où le fameux camp Bondsteel, de manière à se trouver sur la route de ce fameux corridor numéro 8 qui devait un jour amener le pétrole de la Caspienne jusqu'à l'Adriatique. Alors pour ces raisons diverses, les Américains sont intervenus et aussitôt ont pris le commandement de toutes les opérations. Les troupes françaises, anglaises, italiennes, allemandes sont passées du commandement de l'amiral commandant la flotte américaine en Méditerranée et les Américains ont conduit les opérations eux-mêmes en prenant toute l'affaire à leur compte. D'ailleurs, cette opération a été tout à fait significative pour eux, car au fond, elle leur a été un précédent pour la conduite des opérations ultérieures en Irak. Les opérations qui sont conduites dans les Balkans ont été menées de la manière suivante. D'abord, une gigantesque campagne de désinformation. Raconter les pires mensonges de manière à ce que le futur victime soit désigné à la vindicte publique et qu'on puisse la matraquer avec l'accord général. Alors pour cela, il fallait inventer toutes sortes de méfaits. Un des premiers méfaits le plus connus a été le viol des 40 000 femmes. Finalement, l'expert américain qui est venu sur les Balkans, on lui a dit c'est pas 40 000, c'est 4 000, puis après c'est pas 4 000, c'était 40, puis finalement il a peut-être trouvé 4 après une enquête prolongée. Les inventions ont été nombreuses. Il y a eu l'histoire de la rue Mesquine avec le bombardement qui a explosé, l'affaire du marché de Marcalais, où on a accusé à tort les Serbes, sans savoir qu'au fond, les musulmans de Sarajevo tiraient sur eux-mêmes de manière à pouvoir en accuser les Serbes du forfait. D'ailleurs, on a créé aussi le mythe suivant: la Serbie, l'armée serbe, est en train d'investir Sarajevo. Et il faut absolument faire quelque chose contre cet investissement. La ville de Sarajevo est maintenant un siège qui est mené par les Serbes, ce qui était faux, car je peux en témoigner, j'y suis allé. Et j'ai été reçu dans Sarajevo par le maire de la partie serbe de la ville, qui m'a offert un déjeuner, car il y avait, la ville était divisée en deux. Une partie était occupée par les bosniaques musulmans, une autre partie était occupée par les Serbes, et il y avait des échanges de coups des deux côtés. Il n'y avait donc pas un encerclement de la ville par les Serbes, qui a été une invention qui est perpétuée encore maintenant, parce que quand on lance une série de mensonges, ça reste. Et ensuite, il y a eu plus tard l'histoire du faux massacre de Račak, en prétendant que ce sont les Serbes qui avaient pressé, alors que ce n'était pas vrai, mais ça donnait un prétexte pour commencer les bombardements, passer à l'action, bombarder par la voie des airs ce malheureux pays, y compris la population civile, utiliser des armes à uranium appauvri, pour sans tenir compte des conséquences ultérieures de cette opération. Bref, faire de ce peuple un peuple martyr. Et tout ça a été conduit dans les règles. D'abord, premièrement, on traite extrêmement mal en accusant le peuple de tous les méfaits. Deuxièmement, on lui crée un blocus économique pour affaiblir sa volonté de résistance. C'est ce qui s'est passé. Ensuite, on le bombarde de manière à ce qu'il ne puisse pas récupérer économiquement
en détruisant son appareil économique. Enfin, on l'occupe, comme on a voulu le faire après les accords de Rambouillet, totalement. Et une fois sur place, on profite de la misère dans laquelle ce peuple a été plongé pour exiger qu'il nomme des dirigeants favorables à la cause des agresseurs. Et le système comprenant 4 parties qui ont été exécutées sciemment, intelligemment, les unes après les autres, et dont une partie a été utilisée plus tard en Irak. Donc on peut dire aussi que l'affaire des Balkans a été pour les Américains une leçon, entre guillemets, de stratégie pour les affaires irakiennes. Ça s'est terminé en Irak avec les bombardements que vous savez, les excès que vous savez, les tortures, Abu Ghraib et la prison avec les mauvais traitements. Tout cela a été, au fond, expérimenté à une certaine mesure dans les Balkans au profit des Occidentaux qui se sont conduits dans ces 2 affaires, comme se sont conduits certaines autocraties avec Staline d'une part ou avec Hitler de l'autre. Alors ça, c'est une opération qui m'a beaucoup frappé parce qu'elle a été une sorte de modèle qui a été finalement entériné par les opinions publiques auxquelles on a raconté toutes sortes d'histoires, auxquelles on a, comme on dit aujourd'hui, bourré le crâne par une puissante désinformation qui permettait ces excès de toute nature. Alors aujourd'hui, on se retourne sur triste décennie, au cours de laquelle les Européens ont montré qu'ils étaient capables de s'entretuer, si je puis dire, pour une large part à l'initiative de l'Allemagne d'ailleurs, qui, à peine réunifiée en 90-91, après l'effondrement de l'Union soviétique, n'a pas trouvé de meilleure solution que d'agencer cette fameuse guerre. D'ailleurs, en 1999, après les accords de Dayton et surtout après le refus de Milosevic d'accepter l'annexe B qui prévoyait l'occupation pour une période indéterminée par les troupes de l'OTAN du territoire serbe, qui devait fournir à l'occupant toutes ces facilités, aérodromes, chemins de fer, voies ferrées, routes, etc., gratuitement. Bref, comme si la Serbie avait été piétinée, si je puis dire. Et c'est tout à l'honneur de Milosevic que d'avoir refusé, même si cela a entraîné que la comédie de Rambouillet s'est terminée par les fameux bombardements. Et cette époque, et c'est cette période, triste période, vers laquelle aujourd'hui nous nous tournons avec une très grande tristesse. Car le monde occidental, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, a démontré que lui aussi était capable des pires perversités pour substituer, pour répondre à une obsession allemande qui est de supprimer toutes les séquelles, tout ce qui reste des traités de Versailles et de Trianon, c'est-à-dire la Yougoslavie d'abord, et ensuite la Tchécoslovaquie. C'est ce qui s'est passé, afin que l'Allemagne puisse effacer de la carte des réalisations politiques et territoriales qui marquaient la victoire des Alliés, et à manière de ce qu'il ne reste rien. Et la France, sottement, s'est associée. Ce qui a permis d'ailleurs à M. Kohl de déclarer que les accords de Dayton et surtout la suite étaient une grande victoire pour l'Allemagne, à quoi M. Mitterrand aurait pu ajouter s'il l'avait compris. Ce n'est pas le cas. Il aurait pu ajouter c'est une grande défaite pour la France. C'est une défaite matérielle avec la disparition de la Yougoslavie, la disparition des marques d'une victoire militaire chèrement acquise, le massacre et le martyre d'un peuple ami qui, à 2 reprises, s'était associé à nous. Et
Tout cela a été accompli en montant des opérations mensongères de manière à justifier des opérations qui n'avaient pas à être menées en aucun moment. Et les Occidentaux se sont montrés, dans ce cas, pleins d'une duplicité qui m'a surpris, et je ne m'attendais pas à cela de la part des conceptions dites des droits de l'homme de la France, de l'Angleterre et même de l'Allemagne. Mais les vieux démons, en particulier les démons bellicistes d'Allemagne, ont ressurgi à cet égard et ont conduit au chaos actuel qui existe maintenant dans ce territoire, que ce soit en République serbe de Bosnie ou que ce soit au Kosovo, naturellement. C'est-à-dire que le cœur, l'origine même de l'association serbe est maintenant passé entre les mains des musulmans qui en quelque temps ont détruit des dizaines et dizaines de chefs-d'œuvre de l'art religieux serbe de l'époque et au fond ont massacré les origines mêmes du peuple serbe, comme si en France on démolissait la vallée de la Loire et ses châteaux, si vous voulez, ou l'île de France, qui est le cœur de la nation. Donc c'est une très triste période que l'on vit, dont je ne sais pas comment moralement nous sortirons. En tout cas, nous avons donné la preuve de notre duplicité, et ce n'est pas à notre honneur.